Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec le domaine de Sid Meier's, un livre de jeu de rôle qui vous fournit tout un univers fictionnel pour pouvoir faire vivre à vos amis des aventures épiques. La seconde édition vient de paraître, je vous en parle en fin de vidéo. Plus de 20 millions de ventes pour The Last of Us premier du nom, sorti en 2013, et sa version remasterisée. Au moins 10 millions pour le second opus, et d'innombrables prix pour les 2 épisodes. Un succès hors norme que la critique et les joueurs jugent dû à la qualité du scénario et de la mise en scène de cette aventure vidéoludique. Des jeux sont adaptés au cinéma pour moins que ça, et bien sûr The Last of Us a le droit à sa propre série. On en a tellement parlé que vous pensez peut-être tout connaître sur ce jeu. Détrompez-vous. Je suis allé écouter toutes les interviews des créateurs du jeu et lire une grande quantité d'informations pour vous livrer les dossiers les plus sensibles de The Last of Us. The 2009 Spike Video Game Award for Game of the Year goes to Uncharted 2 Among Thieves. En 2009, Naughty Dog est un studio de développement qui a la cote. Les pontes le savent et ne boudent pas leur plaisir. Un jour de décembre, ils réunissent tous les employés dans la Theater Room pour une séance d'autocongratulation, empilant sur l'estrade tous les prix remportés par Uncharted 2 Among Thieves, sous un tonnerre d'applaudissements. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. Très vite, le studio se remet en ordre de marche pour concevoir une suite aux aventures lucratives de l'explorateur Nathan Drake et ressusciter une licence qui a fait sa gloire sur PlayStation 2, Jak and Daxter. Christophe Balestra et Evan Wells, les patrons de Naughty Dog, mettent sur le coup 2 hommes qui ont fait leurs preuves. Bruce Straley, présent depuis 10 ans, artiste sur la série Jak and Daxter avant de devenir directeur artistique sur le premier Uncharted et game director sur le second, et pour l'accompagner dans ce défi, Neil Druckmann, embauché en 2004 comme développeur, mais dont les idées l'ont propulsé à assister Amy Hennig dans le game design des pérégrinations de Nathan Drake. Les 2 talents se connaissent bien et sont même devenus amis en se retrouvant le soir sur des jeux en ligne. Entourés d'une équipe d'artistes pour donner corps à leurs idées, Straley et Druckmann commencent à poser les jalons du projet Z, comme il est appelé en interne. Mais il ne leur suffit que de quelques semaines pour prendre conscience que ce qu'ils ont en tête s'éloigne de plus en plus de la vision que pourraient avoir les fans d'une suite de Jak and Daxter. Conçoivent-ils cette suite pour des raisons purement marketing ? Si oui, la chose se tient. Capitaliser sur une licence à succès assure les ventes. Mais sinon, ne peuvent-ils pas aller plus loin de leur vision et s'affranchir de Jack et sa beloutre ? Pris de doute, ils se décident à agir. So we went to our boss and said, do we have to do this? And he said, no. I thought it would just be easier for you guys if you started with something. But if you want to do something else, come up with something else. So we're like, awesome. And we left the office and Bruce and I looked at each other and we're like, okay, now what do we do? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Rien de moins que The Last of Us. Si Neil Druckmann et Bruce Straley devaient dire de quel jeu The Last of Us est la fusion, ils répondraient Ico, Resident Evil 4 et Monkey Island. Ico, on comprend facilement pourquoi. Dans ce jeu, un jeune garçon escorte une entité féminine en la tenant par la main, tout en la protégeant des ombres. Cette interaction entre les 2 protagonistes n'est pas là que pour le scénario, elle est au cœur du gameplay, influençant en phase de plateforme, d'énigmes et de combats. En 2001, c'était suffisamment original pour que Druckmann et Straley soient profondément marqués par la découverte d'Ico. Et avant même qu'ils aient défini si le futur de The Last of Us allait être un jeu d'action, d'infiltration ou d'horreur, ils décident que les éléments scénaristiques et de gameplay centraux seront la relation entre 2 personnages que tout oppose, mais qui se rapprochent au fil de leur aventure. Resident Evil 4, à sa sortie en 2005, a donné un nouveau souffle à la licence de Capcom, mais aussi au genre des jeux d'action et du survival horror. Avec son point de vue par-dessus l'épaule, son level design varié et un rythme sans temps mort, Resident Evil 4 a déçu peu de joueurs. Et surtout pas Bruce Straley, qui se réjouissait encore de la scène d'introduction en 2019. Les 2 concepteurs ont repris cette formule éprouvée comme tant d'autres après dans The Last of Us.
Shinji Mikami, le papa de la franchise Resident Evil, les a tant inspirés que Straley le qualifie même de dieu. Mais le rapport entre The Last of Us et Monkey Island, la série de jeux point and click développée par Lucasfilm Games au début des années 90, semble plus difficile à établir. Pour comprendre, il faut se tourner vers la fin de Monkey Island 2 le Chuck's Revenge, dans laquelle le joueur découvre que les aventures du pirate Guybrush étaient en fait les extrapolations imaginaires d'un enfant s'amusant dans un parc d'attractions. Ou peut-être pas finalement, compte tenu du regard maléfique de son frère au trait de LeChuck. Cette fin ouverte n'a pas laissé les joueurs indifférents, au choix amusés ou déçus. Ron Gilbert, le créateur du jeu, s'est exprimé plusieurs fois à propos de ses réactions. But for me, something is perfect not when everybody loves it, but when half the people love it and half the people hate it. Now, I'm not saying that creating something everyone loves is easy, but in some ways it really is the easy way out. It's like if you want to create something everybody likes, take a picture of a cute puppy and a kitten. Un parti pris que Neil Druckmann et Bruce Straley, tous deux fans de Monkey Island, feront leur pour élaborer la fin de The Last of Us. Une fin qui ne laisse pas de choix au joueur, qui le surprend et le bouscule. Une fin controversée qui plaît ou dégoûte. Après avoir eu le feu vert pour créer leur propre nouveau jeu, Straley et Druckmann se mettent d'accord sur le pitch du second. Un homme et une jeune fille qui s'entraident dans un monde infesté de zombies. Alors, ils se nourrissent d'œuvres qui prennent place dans ce genre d'univers, les comics The Walking Dead, les films Je suis une légende, 28 jours plus tard, Les Fils de l'Homme, La Route. Mais c'est un autre film adapté d'un roman de Cormac McCarthy qui va le plus les inspirer. No Country for Old Men des frères Coen. We saw it together, and I remember walking out of the theater, and it's one of those surreal theater-going experiences, right, where it transported you to another world. The tension was palpable. We like walked out and we're like still up. Like I didn't know what just hit me. Like what just happened, man? And we started questioning, like, was there even a soundtrack? And do you even remember like a soundtrack? I guess there wasn't any. And then we talk about that fight sequence within Antoine Sugar and Llewellyn Moss and the street, the truck guy, and the gore, but it wasn't like gore for gore's sake. It was just so impactful. Dans No Country for Old Men, pas de zombies pourtant, ni d'enfants à protéger, mais un homme poursuivi par un tueur à gages impitoyable. C'est surtout la mise en scène, sans déluge d'explosions, calme, soulignée par l'inéluctabilité du danger, qui inspire les deux concepteurs. C'est aussi ça qu'ont voulu transmettre Druckmann et Straley dans The Last of Us, le fait d'être nulle part chez soi, en sécurité, et faire de chaque nouvelle pièce, chaque tournant de rue, la possible rencontre avec un monstre, qu'il soit infecté ou humain. Druckmann et Straley sont de grands admirateurs des frères Coen, et True Grit, qui raconte l'histoire d'un marshal bourru engagé par une jeune fille qui veut venger la mort de son père, est aussi une inspiration assumée. Joel, c'est également le prénom d'un des deux frères Coen. « 2004, Pittsburgh. Après quelques mois passés en licence de criminologie, Neil Druckmann a abandonné un rêve qu'il jugera plus tard idiot, devenir agent du FBI. Il s'est réorienté depuis en sciences de l'informatique et effectue un master en technologie du divertissement, une formation de jeu vidéo qui ne dit pas son nom mêlant programmation, narration et art visuel. Un de ses professeurs n'est rien de moins qu'un ami proche de George A. Romero. Et pour le projet de fin d'année de ses étudiants, cet enseignant a décidé d'impliquer son vieux copain, le roi des zombies. La promotion de Neil Druckmann doit plancher sur l'idée d'un scénario de jeu vidéo ayant pour cadre l'univers de la nuit des morts vivants. Le projet sélectionné aura le droit au développement d'un prototype. Neil Druckmann s'attelle à l'écriture d'un embryon de scénario et très rapidement s'ébauche ce qui va faire l'originalité de The Last of Us. Une histoire et un gameplay centré sur la relation d'un homme et d'une jeune fille qu'il doit défendre dans un monde infesté de zombies. Influencé par Ico, encore trop, le héros du jeu tenait sa protégée par une main et se servait de l'autre pour se battre. Le futur Joel était alors un flic, atteint d'un problème cardiaque comme John Hartigan dans le comic Sin City. Mais l'élément le plus important selon Druckmann, c'était que quand l'homme faisait un malaise cardiaque, le joueur prenait le contrôle de la jeune fille. Une façon de faire coïncider éléments narratifs et éléments de gameplay. À la fin, le héros se faisait mordre et la fille devait se résoudre à l'abattre. Une idée de scénario basée sur une relation entre deux personnages plutôt que sur un univers,
Un gameplay entièrement au service de l'intrigue, une fin pessimiste, les éléments les plus importants de The Last of Us sont déjà là en 2004. Mais cela n'a pas suffi à convaincre George Romero. Pas grave, Neil Druckmann y croit et fera évoluer son histoire. These bullet ants are showing some worrying symptoms. Spores from a parasitic fungus called cordyceps have infiltrated their bodies and their minds. Its infected brain directs this ant upwards. Then, utterly disorientated, it grips a stem with its mandibles. Those afflicted that are discovered by the workers are quickly taken away and dumped far away from the colony. It seems extreme, but this is the reason why. Like something out of science fiction, the fruiting body of the cordyceps erupts from the ant's head. It can take 3 weeks to grow, and when finished, the deadly spores will burst from its tip. Then, any ant in the vicinity will be in serious risk of death. The fungus is so virulent, it can wipe out whole colonies of ants. C'est un soir de février 2010, devant l'épisode 8 de la série documentaire Planet Earth, que Neil Druckmann et Bruce Straley font connaissance avec le fléau de leur jeu en cours de développement, le cordyceps. Chacun de leur côté devant la télévision, ils s'appellent presque immédiatement après la diffusion du programme pour en discuter. Ils ont l'intuition qu'exploiter ce champignon parasitaire rendrait leur univers original, en plus de donner à l'origine des zombies un semblant de fondement scientifique. Oui, le cordyceps qui infecte et décime la population mondiale dans The Last of Us existe. Enfin, seulement dans les forêts tropicales, et ses victimes se limitent aux insectes. Mais Druckmann et Straley imaginent une espèce de cordyceps qui contamine les humains et les transforme en zombies ultra agressifs et dénués de conscience. Mais le sont-ils vraiment ? Nul doute que les auteurs de The Last of Us ont fait des recherches poussées sur ce champignon. Mais depuis la sortie du premier opus du jeu, de nouvelles découvertes ont été faites sur le cordyceps. Et il serait encore plus cruel que Druckmann et Straley le pensaient. Une étude publiée par l'Académie nationale des sciences des États-Unis a révélé que lorsqu'il envahit l'hôte, le cordyceps épargne le cerveau. En réalité, le champignon prolifère entre les tissus musculaires et agirait plutôt comme un réseau qui communique pour mettre en mouvement les muscles de sa victime pour le déplacer contre son gré. Si l'étude conclut qu'il reste des parts d'ombre dans la compréhension du fonctionnement du cordyceps, il est probable que ces victimes soient conscientes, prisonnières de leur propre corps. Ainsi, le narrateur de la BBC aurait tort en affirmant que le champignon contrôle l'esprit de sa victime, et, dans The Last of Us, c'est Sam qui aurait raison. Those things out there. What if the people are still inside? What if they're trapped in there without any control of their body? I'm scared of that happening to me. Si le cordyceps du jeu est calqué sur celui qui existe réellement, les infectés que vous tuez seraient en réalité encore conscients, mus malgré eux par le parasite, et forcés à vociférer et fondre sur le joueur. Pensez-y à 2 fois avant d'employer la manière forte pour progresser. Dans la theater room de Naughty Dog, Neil Druckmann et Bruce Straley font face aux membres de l'équipe qui les aideront à développer leur projet. Intitulé Mankind, il possède déjà l'essentiel de l'intrigue de The Last of Us, à une différence près. Et elle est de taille. Dans Mankind, le cordyceps n'infecte pas tous les êtres humains, seulement les femmes. Le personnage principal rencontrerait la seule fille qui n'est pas infectée et l'escorterait jusqu'à un laboratoire où développer un vaccin. Dans l'audience, c'est la consternation. Les employés n'aiment pas du tout l'idée et plusieurs femmes s'expriment. Le jeu consisterait donc à se promener et flinguer des femmes zombies ? En gros, presque. Même s'ils ne s'en sont pas rendus compte, le pitch de Druckmann et Straley est misogyne, proteste l'équipe. Les 2 concepteurs concèdent que c'est indélicat et retournent en salle d'écriture. Druckmann n'a pourtant rien de misogyne, au contraire. Pour lui, le projet de The Last of Us, c'était aussi l'ambition de créer un personnage principal féminin non sexualisé auquel le joueur s'attache. Naughty Dog affiche des convictions fortes en matière de diversité dans leurs équipes, mais aussi dans leurs jeux, et quand le marketing a demandé à Druckmann de placer Ellie derrière Joel sur la jaquette, par peur que le jeu se vende moins en mettant en avant un personnage féminin, il a refusé.
croire que cela influe sur les ventes est pour lui une erreur de jugement, et surtout, une faute empêchant les femmes de se faire une place dans un univers encore majoritairement masculin et proposant une vision masculine de la féminité. C'est peu probable, et pourtant, la représentation de notre monde 20 ans après l'effondrement paraît très réaliste, avec sa dévastation, ses décors figés dans des scènes de la vie ordinaire et sa nature qui reprend ses droits, comme si les deux créateurs du jeu avaient pu aller jeter un œil dans un futur lointain. Ou peut-être pas tant. Cette impression vient bien sûr du soin apporté au level design, mais aussi parce que ce dernier s'appuie sur une base théorique. Avant The Last of Us, il y a eu The World Without Us, un essai de Alan Westman publié en 2008. Dans ce livre, après avoir interrogé des experts, de climatologues botanistes à architectes, l'auteur imagine le monde après la disparition brutale de tout être humain. Selon lui, si 5 à 10 ans suffiraient à ce que la végétation recouvre une partie de nos villes, il faudrait au moins 200 à 400 ans pour que les structures les plus solides, ponts et buildings, s'effondrent. Dans The Last of Us, les villes ont atteint ce stade de décrépitude en 20 ans par une astuce scénaristique. Le bombardement de l'armée pour éliminer le plus d'infectés possible. Alan Westman prévoit également que sans présence humaine, il ne faudrait que 7 jours avant que des catastrophes nucléaires surviennent. Mais dans l'univers de The Last of Us, cela n'a pas eu lieu car la civilisation a probablement réussi à tenir difficilement quelques années pour limiter ce genre de cas. Même si lors de la dernière étape du voyage de Joel et Ellie à Salt Lake City, des panneaux indiquent une pollution radioactive qui présume que certaines régions du monde ont connu des catastrophes nucléaires. Dans The Last of Us, il n'est jamais question de l'origine de l'épidémie au cordyceps. Ni dans l'intrigue, ni dans les multiples notes qui enrichissent l'univers. Certes, dans un monde en proie à des monstres et au chaos, on peut comprendre que la principale préoccupation soit d'abord de trouver un vaccin, mais cette question en suspens interroge les joueurs. La mutation d'un cordyceps devenu dangereux pour l'homme est-elle naturelle ou créée en laboratoire? Où a commencé l'épidémie? Qui est le patient zéro? Des questions auxquelles la série répondra possiblement, le compte Twitter Naughty Dog Info ayant remarqué dans la bande-annonce une scène dans un laboratoire est jouée par une actrice indonésienne. Mais peut-être qu'un début de réponse se trouve déjà dans le même documentaire qui a fait découvrir à Druckmann et Straley le cordyceps. But these attacks do have a positive effect on the jungle's diversity, since parasites like these stop any one group of animal getting the upper hand. The more numerous a species becomes, the more likely it will be attacked by its nemesis, a cordyceps fungus. Dans la jungle, le cordyceps régule la population des espèces d'insectes pour les faire coexister. Et si le cordyceps de The Last of Us avait muté suite à l'empiètement de l'espèce humaine dans les jungles où se trouvent nombre de ces champignons parasites, pour rétablir un équilibre et empêcher l'homme de prendre plus de place? Et que le cordyceps se serait alors propagé dans le monde entier? Ce scénario irait dans le sens d'une épidémie d'origine naturelle et donnerait corps à un sous-texte écologique que certains joueurs ont cru distinguer dans le jeu. Ce qui est certain, c'est que The Last of Us est un jeu environnemental. Dans le sens environmental storytelling. Les décors sont tous uniques, révélant quelque chose de l'effondrement et de ce qui s'est passé depuis. Et c'est dans cet environmental storytelling que des joueurs ont vu une dimension environnementale critique de la société précédant l'épidémie. Les chercheurs Gérald Farka et Charlotte Ladevez argumentent en ce sens dans leur article The Journey to Nature, The Last of Us as Critical Dystopia. Pour eux, le jeu de Naughty Dog est une dystopie critique, c'est-à-dire une dystopie qui présente les possibilités de fonder une utopie axée sur la question environnementale. Les auteurs mettent en avant que The Last of Us rend son audience écologiquement consciente par une réponse esthétique, grâce à des décors où la nature a repris ses droits et qui inspirent fascination aux joueurs, mais aussi par un level design qui oppose des espaces urbains dangereux à des lieux naturels paisibles. Dans The Last of Us, Jackson serait cette possible utopie. Elle est présentée comme une communauté soudée, alimentée par une centrale hydroélectrique, une énergie propre et renouvelable, et qui s'est reconnectée à la nature. This place gives them a second chance. Gives us all a second chance. Le choix final de Joel revêtrait alors une dimension politique. En refusant de laisser mourir Ellie, la seule personne immunisée qui semble exister, pour l'élaboration d'un vaccin contre le cordyceps,
Il rend également impossible un retour au monde d'avant, à cette société étatique et mondialisée dont Joel semblait être un perdant. Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? En fouillant dans les fichiers du jeu, des joueurs ont trouvé le modèle 3D d'un enfant dans le chapitre Hiver, durant lequel Joel et Ellie combattent un clan de survivants s'étant résolu au cannibalisme pour survivre. Pourtant, nulle trace d'enfant cannibale dans la version finale du jeu. Alors, est-ce qu'après avoir montré des personnages mettre à mal un des principaux tabous de notre civilisation, l'anthropophagie, Druckmann et Straley ont envisagé de faire d'enfants cannibales des ennemis d'Ellie, avant de se dire que ça allait trop loin? En réalité, c'est moins sordide. Une responsable du game design a expliqué qu'Ellie devait effectivement interagir avec un ou des enfants du clan, comme pour souligner que derrière une pratique a priori révoltante, c'est toujours la survie d'un groupe d'humains, hommes, femmes mais aussi enfants, qui compte. Si cette rencontre n'a pas été retenue, c'est pour la cohérence scénaristique. À ce moment du jeu, Ellie parvient à s'évader après avoir été capturée par les cannibales, et sa priorité est de fuir le camp et son chef, David. L'ajouter aurait atténué le sentiment d'urgence que voulaient faire ressentir les concepteurs du jeu. Les joueurs ont exhumé des fichiers du jeu un autre élément, audio celui-ci. Après avoir survécu au piège tendu par des survivants hostiles, Ellie demande à Joel comment il a pu savoir qu'il s'agissait d'une embuscade. How did you know? Know what? About the ambush. I've been on both sides. So, you kill a lot of innocent people? I'll take that as a yes. Take it however you want. Dans cette scène, Joel fait preuve d'une réserve qui laisse place au doute quant à ses agissements passés. Mais dans le fichier audio trouvé, il est beaucoup plus explicite. Yes, it's a trick. One that I pulled more than once myself. Que Joel soit un anti-héros, c'est une évidence. On pourrait justifier cela par le fait que la mort de sa fille lui a fait perdre toute humanité et qu'il lutte simplement pour sa survie. Pour autant, dès le début, Joel semble faire preuve de peu d'empathie. See what they need. Who do you think you're doing? Keep driving. They got a kid, Joel. So do we. We have room. Keep driving, Tommy. 20 ans plus tard, Joel a fait bien des choses terribles pour protéger son frère. This is how you gonna repay me, huh? Repay you. For all those goddamn years I took care of us. Took care. That's what you call it? I got nothing but nightmares from those years. You survived because of me. It wasn't worth it. Et alors qu'il ne doit plus prendre soin que de lui-même, il rejoint un gang qui vend des armes, sans se soucier des tensions qu'elles alimentent dans une zone dite sécurisée mais instable, que l'armée contrôle. Jamais Joel ne semble s'interroger sur la moralité de ses actes. Sa rencontre avec Ellie change la donne. À ses côtés, il apprend de nouveau à tolérer l'autre, à s'attacher, puis à aimer. C'est tout l'arc narratif de Joel voulu par Druckmann. Le scénario est construit en miroir, alors qu'Ellie apprend à devenir une survivante et une adulte, Joel est censé retrouver son humanité perdue. Mais par quoi se définit l'humanité? Par la capacité à aimer? À accepter de faire partie d'une communauté humaine et agir pour son bien plutôt que de manière égoïste? Dans le premier cas, Joel est redevenu humain. Dans le second, il n'a jamais été aussi inhumain. Mais certainement que l'un n'empêche pas l'autre. Toujours est-il que par son caractère, ses actions et sa décision finale, Joel est à l'antipode d'un héros traditionnel. Plus qu'un anti-héros, il ressemble parfois à un méchant que l'on serait censé poursuivre dans un jeu classique. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce point de vue qu'exploite The Last of Us 2. Le dilemme posé à Joel et Marlène à la fin de The Last of Us relève du dilemme du tramway. Cette expérience de pensée conçue par le philosophe Philippa Foot et utilisée en éthique et en sciences cognitives se pose ainsi. Une personne peut effectuer un geste qui bénéficiera à un groupe de personnes A, mais qui, ce faisant, nuira à une seule personne B. Ce geste, c'est le sacrifice d'Ellie, la personne B. Et le groupe de personnes A n'est rien de moins que l'humanité entière. Ajoutons à cela une difficulté, le décisionnaire est attaché à la personne B. You can still do the right thing here. She won't feel anything. Jusqu'à tard dans le développement du jeu, Marlène mourait dès le début.
la faire survivre a permis d'apporter une contradiction au choix de Joel. Druckmann insiste sur le fait que Marlène n'est pas une antagoniste. Elle aussi veut le bien d'Ellie, comme elle l'a promis à la mère de celle-ci. Mais au moment où elle a été faite, cette promesse n'impliquait pas de condamner l'humanité. En sacrifiant Ellie, Marlène a un point de vue utilitariste. Née sous la plume du penseur Jeremy Bentham, l'utilitarisme est une morale qui prescrit d'agir pour maximiser le bien-être collectif. C'est une morale conséquentialiste qui juge la moralité d'une action uniquement sur ses conséquences. Ainsi, sacrifier un innocent pour sauver la vie de milliers de gens est un acte moralement bon. Joel, lui, refuse d'accomplir ce geste. Mieux, il est prêt à tout pour sauver une seule personne. Comme on aurait pu l'imaginer, il agit avant tout par égoïsme en raison de son amour pour Ellie. Neil Druckmann explique qu'environ la moitié des bêta-testeurs n'arrivaient pas à se résoudre à tuer le médecin au premier essai, forcés à le faire au second, ayant compris que le jeu ne leur laissait pas le choix. Ainsi, une moitié adhérait spontanément à la décision de Joel, et l'autre refusait ce dilemme insoluble, qui n'en est pas un pour le joueur, en réalité spectateur du conflit moral. Et si cette fin ne satisfait pas tout le monde, c'est parce que le meilleur choix moral n'a été pris par aucun personnage du jeu. Dans la philosophie objectiviste développée par Ayn Rand, la morale repose sur un principe intransigible, la non-agression d'un individu. Ainsi, le choix le plus moral aurait été de ne pas développer de vaccin, puisque la condition implique de tuer Ellie. Pour l'objectivisme, nul n'a le droit de décider pour un autre individu, a fortiori encore moins quand cela lui cause du tort. Mais ce qui aurait été moral, c'est de convaincre Ellie de se sacrifier. Mais cela aurait-il été bien nécessaire? You can't save her. Even if you get her out of here, then what? How long before she's torn to pieces by a pack of clickers? That is, if she hasn't been raped and murdered first. It ain't for you to decide. It's what she'd want. And you know it. Dans cette scène, Marlène et Joel se renvoient la balle, mais aucun des deux n'a demandé au préalable l'avis d'Ellie dans cette décision importante pour elle et l'humanité, alors qu'elle l'aurait certainement prise d'elle-même. C'est en lui retirant son droit à l'autodétermination que Joel, Marlène et les Lucioles ont condamné l'humanité. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. The Last of Us 2 a montré par la suite qu'Ellie se doutait du mensonge de Joel I swear. concernant l'impossibilité de produire un vaccin. Okay. Mais avant, de nombreux joueurs prenaient le hockey final d'Ellie comme une acceptation complice de ce mensonge pour commencer une nouvelle vie. Mais dès 2013, Druckmann révèle que ce n'est pas l'intention qu'il y avait mis. And we come to that ending and that lie and that okay, and what does that okay mean? Well, it's definitely not a complicit, yeah, I'll go along with you. In fact, it's the opposite. It's Ellie for the first time waking up and realizing that she can't rely on him anymore. That while she loves him for what he's done for her, she hates him for robbing her of that choice. She knows that she has to leave him. She has to make her own decisions and her own mistakes. That's her arc going to the end of the line. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Nouveau format, je teste de nouvelles choses. On est un petit peu en mode laboratoire, de toute façon sur la chaîne, vous l'avez vu depuis quelques mois, je teste des nouveaux trucs. Dites-moi si ce nouveau format vous a plu, si vous voulez en voir d'autres. Après, vous savez quoi faire, quand vous commentez, quand vous mettez un pouce, quand vous partagez, vous vous abonnez, tout ça, ça me soutient, ça soutient la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un petit don sur ma page Tipeee, c'est ce qui me permet moi de me rémunérer, de vous proposer du contenu qualitatif, sans avoir à publier tout le temps, toutes les semaines et faire on va dire du travail à la va-vite. Tant que je vous ai, j'en profite pour quelques news. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma liste déjà? Je serai au Made in Asia le 3, 4, 5 mars à Bruxelles. Donc à ce fameux festival, j'en ai jamais fait. Je me suis laissé tenter, ça peut être rigolo, donc voilà, on pourra se rencontrer là-bas pour ceux que ça tente et papoter. Sachez aussi que je me suis lancé sur Twitch récemment et j'ai lancé mon émission Iceberg. Je sais pas si vous voyez un petit peu quel genre de format c'est, mais en gros on va parler d'une franchise de jeux vidéo et en parler, on va commencer par la surface, parler un petit peu des choses un peu basiques, et plus on va avancer dans l'émission, plus on va approfondir et aller vers des sujets un petit peu plus sombres, un peu plus obscurs. Voilà, tout ça dans un décor un petit peu sympa, vous allez voir, je suis dans une espèce de sous-marin, c'est assez cool, j'ai des invités, il y a des quiz, des trucs à gagner, etc. Donc voilà, le premier épisode est sorti normalement et il a été sur Final Fantasy, donc n'hésitez pas,
à venir me suivre sur Twitch pour les prochaines. Autre chose, j'ai lancé aussi une page de podcast où petit à petit je vais adapter les vidéos qui ont été faites sur cette chaîne en podcast. Voilà, je sais qu'il y avait plein de personnes qui me disent en fait qui n'écoutent que l'audio de la vidéo et qui n'ont pas besoin des images, mais ils avaient ce petit problème du fait que comme il y a beaucoup d'extraits en anglais sous-titrés, qu'ils ne pouvaient pas tout écouter juste à l'oreille, donc du coup je les adapte avec un associé qui en fait rajoute de la voix française sur les passages en anglais pour que vous puissiez vous faire les vidéos voilà, en audio. Dernière chose, avant que je vous parle du partenaire de cette vidéo qui est trop cool, j'organise une petite FAQ, ça fait hyper longtemps, donc voilà, je vais sans doute le faire sur les réseaux sociaux, mais aussi ici, donc n'hésitez pas à poser vos questions là dans les commentaires, et prochainement dans un épisode de La Quête, j'y répondrai avec plaisir. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais maintenant vous parler du partenaire de cette vidéo, à savoir le jeu de rôle Le Domaine de Sid Meier's. Il est là, je ne sais pas si vous voyez bien. Livre autoproduit sur Game on Tabletop par Maxence Albanel, qui sort sa nouvelle édition. C'est un livre dans lequel on vous fournit tout un univers médiéval ésotérique, où vous incarnez des personnages avec des capacités particulières. Cette nouvelle édition est largement améliorée comparée à la première, que ce soit en termes de dessin et de texte. Plus de 220 pages, 130 illustrations et 31 musiques développées par le compositeur James Le Breton, alias Shadoko. Toutes les musiques sont disponibles sur YouTube. Les joueurs seront immergés dans une ambiance mystique. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc le Domaine de Sid Meier's, c'est un jeu de rôle qui s'adresse aux débutants. Les règles ont vraiment été pensées pour que ce soit accessible et rapide à prendre en main. Vous pouvez télécharger un extrait gratuit sur le site maxencealbanel.fr. Et si le jeu vous intéresse, vous pouvez le commander sur le site internet ou dans les boutiques de jeux. Voilà, c'est tout pour ma part. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!